Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Et dans l'actualité en plus ce matin, ravi de, on va dire, confesser d'une certaine manière quelqu'un qui vous a sans doute fait rire, que vous connaissez, dont les expressions ont fait le tour des réseaux sociaux, mais qui a également connu son succès sur scène, à la télévision et dans tellement d'autres endroits. Bonjour Chicandier. Bonjour Maxime. Est-ce que ça vous va si je vous appelle comme ça? Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est mon nom de scène. Scène. Ouais. Et sinon, on va parler de ce livre, Accro, publié chez Michel Lafon, où vous racontez aussi les autres, et on va ensuite rentrer dans le détail de ce qui a provoqué justement ce titre et des années d'addiction. Mais la première question, quand j'ai regardé les nombreuses interviews, quand j'ai lu votre livre, première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va ce matin? Je vais très bien. Je crois que je n'ai jamais été aussi bien. C'est pas de la langue de bois, c'est pas ce qu'on dit à chaque fois. Non, mais là, on a un peu parlé hors antenne. J'ai tous les défauts du monde, mais je suis pas menteur et je suis pas cynique. Voilà. Et comment, avant de rentrer dans le détail de ce livre, comment on vous qualifie? Parce que plusieurs fois, tout le livre, vous avez de grandes interrogations. Vous dites, j'aime pas le mot humoriste, c'est trop pompeux, c'est trop ronflant, je me le sens pas comme ça. Comment on vous appelle ce matin? Chicandier, virgule. Non, je dis souvent saltimbanque, dans le sens où mon maître à penser, c'est Jean-Yann. Je ne dis pas que j'arrive au pied du sapin de Jean-Yann, mais je dis simplement que j'aimais bien chez Jean-Yann le fait que c'était un homme à la fois de scène, à la fois de cinéma, à la fois de télévision, à la fois de radio, à la fois d'écrit, et qui avait de la gouaille, etc. J'aime bien ça. C'est une sorte de chansonnier un peu multicarte, que j'aspire plus à ça qu'à autre chose. Vous signez ce livre, Accro, éditions Michel Lafon, et ça va certainement surprendre beaucoup de ceux qui vous suivent, parce que c'est une chose que de boire des coups avec des copains devant une caméra de télévision, c'est une chose certainement de s'ancrer dans un personnage sur les réseaux sociaux et de se faire connaître avec. Ça en est une autre d'avoir le courage de prendre une plume et de raconter vos addictions qui passent par l'alcool, la drogue, un mode de vie totalement dingue. Est-ce que vous pouvez le raconter pour ceux qui nous écoutent ce matin? Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la plume justement pour en faire ce récit de toutes ces années? La plume, je pense, pour tous ceux qui aiment bien écrire, parfois c'est même pas une question ni d'envie ni de réflexion, c'est une obligation. C'est un outil obligatoire pour ceux qui manient l'écriture. Moi, quand je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique, ça a été, mais je pense, j'étais pas dans ma chambre depuis une demi-heure que j'écrivais déjà. C'est peut-être mon côté Sarkozy. Mais vous avez passé plus de 20 jours, rassurez-moi. Oui, j'avais fait 23 jours. Ah. Peut-être un deuxième tome alors. mais j'aurais aimé vendre le livre. Mais non, c'était obligatoire dans le sens où il fallait que je mette... Moi, j'écris depuis que j'ai 12 ans, et il fallait que je mette par papier et sur papier, avec des idées à peu près réfléchies, mais je me suis rendu compte en me relisant que tout était très, très, très embué, comment j'en étais arrivé là. Voilà, comment j'en étais arrivé là. Me l'expliquer déjà à moi-même. Voilà. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, mais qui vont le faire en vous écoutant ce matin, qu'est-ce que vous avez voulu raconter justement dans ce livre? Parce que c'est facile, on lit le titre, on voit Michel Lafon, Accro, Chicandier, bon, on sent que c'est les addictions, mais racontez quand même ce qu'ont été vos addictions. J'ai envie de parler avec un mec qui, comme moi, un chicandier bis. Voilà, j'ai envie de parler aux autres chicandiers, chicandiers ou chicandières, hein. Je me suis rendu compte que la télévision nous parlait pas. Nous, les addicts, quand on se met à faire n'importe quoi, quand on se met à déconner sec, personne nous parle. C'est pas Faustine Bollard qui nous parle. Faustine Bollard, elle parle avec la responsable des achats, qui est déjà convaincue. Non, mais c'est vrai. C'est des paquets de lessive qu'on se met les uns à la suite des autres, mais ça n'a pas de sens. Moi, j'ai envie qu'elles prennent le bouquin et disent tiens, il rigole, tiens, ça me rappelle ce film, ah bah tiens, il parle de la chanson de mon enfance, tiens, il parle de la maison, de tout ça, et à un moment donné, mais est-ce que moi aussi je ne serais pas un petit peu un chicandier? Voilà, c'est une façon polie, courtoise et sympathique de dire tiens mon copain, je ne te juge pas, voilà toutes les merdes par lesquelles j'ai pu traverser. Et moi, avec tout ce que j'ai pu vivre, je m'en suis sorti. T'imagines mon copain, moi je m'en suis sorti. Voilà. Et que le mec se dise, et tu crois que moi je peux m'en sortir?
Je pense que oui. Et ce que vous racontez, et toutes ces années, on parle d'un alcoolisme très précoce, parce que dès 14-15 ans, vous racontez, alors bon, certes, quand on arrive à la fac bourré le matin, on peut se reconnaître avec certains des camarades qui nous accompagnent, mais à travers une vie plutôt de notable, parce que vous avez été notaire, vous êtes rentré dans certaines boîtes, donc vous avez eu des fonctions plutôt élevées, vous racontez un alcoolisme grandissant avec le succès, vous racontez des cocktails hallucinants de drogue, d'antidépresseurs, d'alcool, avec un rythme incalculable, simplement pour ceux qui nous écoutent puissent réaliser, ça a été ça votre quotidien ces dernières années. Oui, parce que l'alcool fatigue. L'alcool fatigue. Et il y a effectivement un phénomène de démocratisation de la cocaïne partout, contrairement à ce qu'on... Sur les plateaux de télévision, parfois ils disent oui, c'est dans le showbiz. Moi, dans le showbiz, j'en ai vu un peu, mais c'est pas là où j'ai vu le plus de cocaïne. J'ai vu le plus de cocaïne avec des plaquistes, des plombiers, des garagistes. Moi, j'ai tapé de la cocaïne à l'arrière des garages à Saint-Étienne, plus que dans des boîtes de nuit avec des stars du showbiz. Les stars du showbiz, elles sont même... ça devient même un peu plouc de prendre de la cocaïne. Non, mais c'est vrai. À la limite, elle tape un peu plus de kétamine. Parce que ça, c'est à la mode, au moins. C'est de l'anesthésion pour chevaux. Là, tout de suite, on s'entend. Mais... Quand on connaît le milieu ES, c'est un milieu plus sympathique. Mais oui, non, et donc oui, c'est la fatigue. Et les gens prennent de la cocaïne pour boire plus, pour que ça se voit moins. Tout est dicté par la fatigue. Et après, quand vous avez pris de la cocaïne, etc., le soir, vous dormez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez des somnifères. C'est normal. Et le matin, quand vous avez pris des somnifères toute la nuit, vous êtes crevé. Donc, et qu'est-ce qui vous... on va reprendre un peu de cocaïne. Et puis, ça s'arrête. C'est sans fin, en fait. Mais c'est la base, c'est la fatigue. La fatigue nerveuse, le stress, et souvent la peur, et souvent la tristesse. Et en plus, pour vous, c'est aussi le cœur du livre, et c'est aussi ce qui change la dimension de la lecture du livre. C'est pas du tout quelqu'un qui fait des confessions, comme je disais cyniquement ou ironiquement au début de notre entretien. C'est réellement quelqu'un qui découvre aussi quelque chose sur soi, parce que ce que vous racontez dans le livre, c'est que il y a 2 étapes, 2022-2024, où 2024 vous rentrez en hôpital psychiatrique, et c'est là où vous allez être diagnostiqué bipolaire. Pour tous qui nous écoutent, même si on a commencé à en entendre parler, notamment par le livre d'un célèbre animateur radio, Nicolas Demorand, qui avait décidé d'en parler. Bien sûr. Aujourd'hui, bipolaire, c'est quoi ? Bipolaire, en fait, alors, il y a 2 types de bipolarité. Il y a ce qu'on appelle la bipolarité de type 1, qui est la mienne. C'est grosso modo une bipolarité avec énormément de phases maniaques et très peu de phases de dépression, même si je pense qu'il y a autant de bipolarité qu'il y a de bipolaire. Et la bipolarité de type 2, celle de Nicolas Demorand, où les phases maniaques sont malheureusement des phases... Maniaque, ça veut dire une surexcitation. C'est comme si vous aviez pris 5 traces de cocaïne. Alors, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est un niveau d'excitation important. Voilà, vous avez pris de la drogue, vous avez pris du speed, et vous êtes surexcité par vous-même. Voilà. Vous avez l'impression que vous pouvez tout faire. Et donc, dans les phases maniaques, il y a des... Je vais vous parler d'une chose qui est pas drôle du tout. Quelqu'un m'explique que son père, il y a une semaine, a acheté 2 Porsche. C'est pas quelqu'un qui est riche, hein. Mais il s'est levé le matin, il est allé au garagiste, il a acheté 2 Porsche. Il a fait 2 bons de commande de Porsche. Il a mis des avoirs, etc. Eux, ils ont été obligés de repasser dans la journée pour expliquer que le père était en phase maniaque et que c'est pas lui-même. Mais le mec, il voulait rien savoir. Ah oui. Et donc, après, ça va partir en procès, après, ça va partir en ça. Il faut expliquer que lui, il a pas les pieds sur terre. Il dit, mais si, il parlait tout à fait normalement, etc. Parce que en phase maniaque, on voit pas forcément que quelqu'un est en phase maniaque, alors que la personne est totalement délirante. Et c'est tout le problème des maladies mentales, c'est que c'est des maladies invisibles, c'est impossible de savoir. Et en plus, les gens, maintenant, ils vont dire, il fait exprès, puis vous savez, en ce moment, c'est vrai, l'un dit qu'il est autiste, l'autre dit qu'il est bipolaire, l'autre dit qu'il est TDA, l'autre il dit qu'il est HPI, l'autre il dit que machin. Donc les gens, ils disent... Ouais, surtout, c'est le prétexte, c'est facile. Ouais, comme il y a un bon sens paysan, un bon coup de pied au cul, tu vas à la ferme, tu trairais des vaches, tu ferais moins chier, quoi. Et en fait, c'est rigolo, mais en fait, la maladie mentale, c'est pas rigolo. Et Nicolas Demorand, ce qu'il vit, c'est pas rigolo. Non. Nicolas Demorand, il peut plus exercer son travail, alors que c'est un mec qui est brillant, c'est un mec qui a fait un très très bon livre pour expliquer ça, et ça n'a pas empêché le fait qu'aujourd'hui il n'arrive pas à se lever, il n'arrive pas à sortir de chez lui.
Et la bipolarité, c'est 3% de la population. C'est pas donc contrairement à ce qu'on dit, tout le monde n'est pas bipolaire. Et c'est pas parce que quelqu'un a des hauts et des bas. C'est une véritable maladie. Il faut arrêter de s'inventer quelque chose juste parce qu'un jour on a peut-être un peu moins envie d'aller au travail que la veille. Voilà, quelqu'un par exemple il y a des personnalités fantasques. Bon, ben on peut avoir des personnalités fantasques, pas bipolaires. C'est comme si vous avez la différence entre bipolaire et une personnalité fantasque, c'est quelqu'un qui dit là j'ai une petite entorse et l'autre il dit moi je suis handicapé des deux jambes. C'est exactement la même différence. Mais quand ça, on a expliqué ce qu'est la bipolarité, mais vous, après tout ce que vous avez traversé avec aujourd'hui votre nouvelle vie, vos nouveaux projets, quand on se diagnostique, on nous diagnostique une bipolarité, comment on réagit? Comment on se dit, est-ce qu'on revient sur des événements passés? Est-ce qu'on arrive à comprendre peut-être un peu plus de choses passées? Ou on se retrouve à nouveau dans une incompréhension en disant, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc qui me tombe dessus? J'ai tout compris. Quand on m'a dit ça, 10 ans avant, on m'avait dit, à mon avis, t'es bipolaire. Moi, j'avais rejeté comme beaucoup de gens rejettent. Je me suis dit, oui, c'est ça, je suis bipolaire, c'est ça. Et de toute façon, à cette époque-là, je préférais quand même me mettre des 102 dans la gueule plutôt que me poser la question de savoir si j'avais des doubles 51 inventés par Gainsbourg à la closerie des Lilas. Les vrais savent, et je pense qu'on coupera cette traduction uniquement pour éliminer ceux qui ne seraient pas au courant de ce qu'est un 102, et ça, c'est un peu scandaleux sur Sud Radio. Et toujours est-il que ça a expliqué. Quand j'avais 12 ans, j'écrivais sur les murs Schizophrénia. J'avais un double qui s'appelait Victor, qui me parlait, etc. On me disait à l'époque, il fait son intéressant, mais non, c'était déjà les prémices de la bipolarité. La bipolarité est née d'un syndrome d'abandon que beaucoup de gamins ont, qui a été suramplifié. Et donc, je me suis inventé un double petit à petit. Et en fait, je suis rentré dans une spirale de bipolarité depuis que j'ai 12-13 ans, je pense, et qui n'a fait que s'accentuer. Et l'alcool n'est en fait que la conséquence de base de la bipolarité. Bipolarité plus TDA qui sont très souvent liés. Et donc après, derrière, tout est bon pour stopper en fait cette tristesse. Tout est bon pour stopper ces phases maniaques. Une sorte de fuite en avant en permanence. Exactement. Presque. Et après, les phases maniaques, on les adore. Parce qu'en fait, les phases maniaques, la surexcitation de soi-même, le fait de fourmiller d'idées, de se dire que on est un génie, de se prendre pour Napoléon, voilà. D'ailleurs, vous racontez que ce n'est pas votre premier livre. Vous en aviez déjà écrit un ou deux que vous aviez jeté immédiatement parce que c'est l'effet de suractivité permanente, surproduction de manière dingue. Pratiquement tous les bipolaires sont artistiques. Ont une fibre artistique. Le dernier symposium dans lequel je suis allé sur la bipolarité, qui était à Paris, à la Cité des Sciences. Racontez ce que c'est, peut-être que beaucoup ignorent ce que c'est justement. Et c'est en fait, ce sont des scientifiques, donc il y a des psychiatres, la plupart du temps ce sont des psychiatres, des docteurs en médecine, des spécialistes de la bipolarité, etc., qui viennent expliquer les avancées de science sur la bipolarité. Et après, il y a aussi une table ronde avec des bipolaires qui viennent parler de type 1, de type 2, etc., et comment le traitement agit sur eux, etc. Et tous disaient qu'ils avaient un truc artistique. Il y en a un qui peignait, il y en a un qui écrivait, il y en a un qui chantait, même de façon amateur, qu'importe. C'est une pulsion qui est même normale. Et donc, en fait, quand il y a des phases vraiment maniaques, moi j'ai un ami qui s'appelle François Lejeune que j'adore. Et vous en parlez de bouquin. Voilà, que j'en parle dans le bouquin. Il a écrit. Et lui, il pouvait faire ça, se lever un matin, prendre un billet simple pour aller aux Antilles ou je sais pas quoi, sans prévenir sa fille, sans prévenir sa femme, sans prévenir ses amis, et en vivant 3 semaines, parce qu'il y a des phases maniaques, des délires maniaques qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a des familles qui deviennent folles. Et ça se termine 80% en mort violente. Les bipolaires. C'est pour ça que quand on en rigole, si vous voulez, mais il y a la plupart du temps, les gens ils boivent, ils se droguent. Ouais, ce sont des drames. Et après, ça se termine avec une balle dans la tête. Donc, si on peut essayer de les guérir, c'est mieux. Et puis que les familles, elles pleurent pas. Et vous parlez des familles, vous racontez à quel point ça vient de votre famille, notamment de votre petite fille et de votre femme, où il y a eu le déclic qui vous a fait réaliser que non, là c'est plus possible, il fallait aller en clinique, en hôpital, en foyer de repos, enfin tous les noms qu'on utilise en réalité pour euphémiser ces endroits-là. Et vous dites encore aujourd'hui, c'est grâce à ma femme et grâce à ma fille que je tiens, parce que j'imagine aussi que vous redécouvrez ce qu'est un couple, on va dire, sans les addictions, sans l'incompréhension autour, et une relation avec votre fille qui vous a permis vous aussi de vous sauver d'une certaine manière. Mais elle m'a sauvé, les deux m'ont sauvé. Ma femme m'a sauvé. Ma femme, elle a porté un fardeau qui était moi pendant des années. Est-ce que
et vous avez le droit de pas répondre si c'est trop intime, mais est-ce que vous avez reparlé, j'imagine, entre vous de toutes ces années-là, a posteriori, en vous disant mais comment t'as fait? Pour tout vous dire, on ne peut pas vraiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on écrit, c'est pour ça aussi qu'on fait de l'artistique, c'est pour ça que je mets aussi des mots et de la gouaille et du rire par-dessus, parce que si à un moment donné, vous vouliez vraiment faire du Bergman, c'est-à-dire un rapport clinique que j'ai fait et que ma femme, comme un chien qui a cassé un vase et qu'elle me mettait la main dessus en disant tu veux qu'on reprenne tout, je pense que je me tirais une balle dans la tête. Donc elle a la gentillesse de ne pas le faire. J'ai la faiblesse de dire j'imagine, alors qu'en fait j'imagine pas tant que ça ce que je leur ai fait subir. Mais la vie commence maintenant. Voilà. Mais parce que sinon, Mais par contre, je passe ma vie à demander pardon. Aujourd'hui, quand on se plonge dans votre personnage, dans vos écrits, ce qui est très frappant, parce que c'est aussi une très grande partie du livre, c'est que vous prenez la plume aussi pour raconter les autres malades que vous avez pu rencontrer, notamment ceux que vous aviez croisés, parce que dans le séjour, dans cet hôpital psychiatrique, là on vous a diagnostiqué, là vous avez essayé de reprendre petit à petit les bases et de comprendre ce qui vous arrivait. On a l'impression que la vraie passion dans ce livre, votre dernière addiction, c'est ces profils. Là, vous parlez de ces réunions à Paris où vous allez écouter les scientifiques bipolaires. Là, on a l'impression que les autres bipolaires, c'est ce qui a aussi encouragé la sortie du livre en disant mais c'est ça, parce que c'est tellement différent, c'est tellement fou. Je pense, et je les ai notés sur un bout de feuille, on pense à des gens comme Romain, comme Fabien, que vous avez croisés. Vous racontez leur profil, racontez-les peut-être là ce matin, où vous dites mais c'est fou. Oui, parce que quand on se retrouve là, à un moment, et qu'on ouvre la porte, on va à la cafétéria et puis tout vous semble hostile au départ. Et puis, moi, je suis très pote de cantine. Comme quand on est en colo, gamin. Oui, et puis, on pose son plateau, on chamaille un peu, on fait quelques blagues. Ouais. Et son premier copain, c'est finalement... Et puis après, on se mettra toujours à cette même table. Et de l'habitude, nos premiers gestes. Et donc, pourquoi t'es là, toi Et puis l'autre, il raconte sa vie. Et puis petit, tout le monde raconte sa vie. Et puis on rit. Et puis parfois on pleure parce que c'est dramatique. Et c'est ce qu'on appelle la thérapie institutionnelle. Et je voulais absolument parler de ces gens-là parce qu'en fait, c'est des destins brisés, c'est fracassé. Il y en a certains qui se relèveront, il y en a qui se relèveront pas. Et c'était juste pour dire que dans la vie, on peut tous être cette personne-là. Et qu'il existe des endroits, moi en l'occurrence ça s'appelait Saint-Victor, où c'est calme, il y a le bruit des oiseaux, il y a les gorges de Loire, et il y a le monde qui s'arrête, et on vous dit mais pense à toi. Et concentre-toi. Et concentre-toi. Et tu vas voir que si tu t'aides un peu, ça peut bien se passer. Et puis il y a des infirmiers, des aides-soignants, des psychiatres, des psychologues, des ateliers... Et on se dit, mais en fait, on s'occupe de moi. Et c'est beaucoup d'amour ces endroits-là. Pour qu'on comprenne peut-être ce que peut représenter la souffrance de cette maladie, il y a un cas qui est en fonction du ton sur lequel on lit, ou alors pleurer de rire, ou alors totalement fou et arrachant presque. C'est celui de Fabien, qui a une petite indication que j'aimerais que vous décriviez, parce que dans le livre, au fur et à mesure des pages, on plonge dans son profil, on se dit, mais c'est impossible que ça existe, et si. Bien sûr, parce qu'il y a des addictions tristes. Il y en avait, il était héroïnomane. Bon, il n'y a pas grand-chose de rigolo à raconter sur l'héroïne, si ce n'est c'est tout seul, en train de se shooter, etc. Et puis il y a des addictions rigolotes, qui sont parfois dures, parce que personne ne vous prend au sérieux. Lui, c'est une addiction au sexe. Alors, il se trouve que le mec est hétéro, il est dentiste. Ce que je dis, on dirait Guillaume Canet dans Les Infidèles, avec le petit polo Lacoste et tout. Son père est mort trop jeune et il travaillait sur les chantiers et il adorait cette odeur de chantier parce que ça lui rappelait son père. Et en fait, il avait commencé comme ça et petit à petit, il s'est mis à avoir des relations sexuelles avec des routiers sur des aires la nuit. De plus en plus intempestive, avec de plus en plus de nombres, et lui, dans sa tête, il n'est pas homosexuel, il a une femme, etc. Et il veut juste retrouver cette odeur-là pour conserver l'image de son père qui lui manque et qui est l'homme de sa vie, en fait.
Et c'est horrible parce qu'il menace d'avoir des maladies, des MST, voilà, tout le temps. Il doit mentir à sa femme, doit faire des tests sanguins permanents. Ça lui fait mal, je le décris pas dans le livre, mais ça lui fait mal au sexe. Parce que souvent, les addictions au sexe, quand on est pris à pic, notamment, donc on a une érection tout le temps, on finit de jouir. Normalement, nous, bah, voilà, moi déjà, quand ça commence une première fois, je suis content. Et ben eux, ça s'arrête jamais. Donc en fait, ça les brûle. Donc on est obligé de leur piquer. Le sexe, sinon, c'est infernal. Et en plus, c'est sans fin. Ça ne s'arrête pas. C'est comme l'alcool. C'est un verre, deux verres, dix verres, consommation. Et qui après, une fois, quand tout le monde sait, Tiger Woods, quand il expliquait les 15 ou 20 femmes avec qui il avait des relations sexuelles dans la chambre, quand il l'expliquait... Après le golf, déjà 19 trous, oui, c'est exactement le 19e trou. Mais il en était malade, il prenait aucun plaisir. Et c'est ça qui est dingue. Il y avait Michael Douglas aussi, qui, lui, c'est les cunilingus. Il en faisait à répétition, à répétition, à répétition. Il a fini pratiquement avec un cancer de la langue, avec un papillomavirus, à cause de ça. Non, mais... Et ça prête à rire. Mais en fait, c'est et donc, surtout pour ceux qui les vivent. Oui, et voilà. Et donc, je raconte ça parce qu'après, nous, c'était des fous rires. Mais lui, il était triste. Et puis, à un moment donné, on calmait le jeu en disant, bah, pardon, on voulait pas te blesser. Et c'est ça aussi. On a le droit de se moquer, mais il faut aussi comprendre que l'autre est dans une souffrance. Accro, c'est signé Chicandier, c'est aux éditions Michel Lafon. 2 questions encore. Ce qui frappe beaucoup en vous lisant, c'est qu'il y a des références, mais absolument tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas une page, il n'y a pas une référence musicale, littéraire, cinématographique. Et quand pourtant on se plonge dans ces pages où on voit les heures et les heures passées dans un état d'addiction totale ou à essayer de passer par-dessus cette vie que vous infligez, comment tout d'un coup on trouve le temps d'avoir ces milliers, pour pas dire ces centaines de milliers de références? Parce qu'il y a des phrases toutes les 2 minutes de grands hommes politiques, de grands cinéastes, de grands réalisateurs. À quel moment on prend autant le temps de lire, d'écouter de la musique, de regarder des films? Et surtout, je n'ai jamais regardé Google. Je n'ai jamais évidemment fait appel à l'IA. Je suis contre l'IA. Alors ça c'est faux parce que page. Alors là vous pouvez y aller. Mais non, c'est qu'en fait c'est en moi depuis que je pense. C'était avec mon frère. Depuis qu'on a 5-6 ans, c'est notre système de réflexion et de pensée. Et je trouve que c'est tellement... Alors, il y a Lucchini, lui, c'est derrière les grands auteurs. Moi, c'est derrière les films, les citations même de Variétoche ou n'importe. Et quand à un moment donné, par exemple, je dis, il avait les mêmes yeux que Roland Giraud, quand il regarde Thierry Lhermitte qui dit que peut-être sa femme, elle avait skié un peu. Pour moi, ça vaut toutes les descriptions du monde. Sûr. Voilà, et donc en fait je gagne du temps comme ça parce que c'est mon système de pensée qui gagne du temps en écrivant comme ça. Et il y a la dernière question que je voulais vous poser aussi, quand on fait un métier artistique, qu'on est diagnostiqué, est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup une angoisse à se dire peut-être parce qu'avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai pris, est-ce que je vais encore réussir à écrire comme avant, à produire comme avant, ou tout d'un coup on se dit mince, est-ce que je vais pouvoir reprendre la plume de façon aussi innocente, et je le mets volontairement entre guillemets, qu'avant? Alors bien mieux en fait aujourd'hui qu'avant, parce que quand j'ai repris mes notes, c'était là déjà, il y en a beaucoup, mais quand je les ai repris, c'était pratiquement illisible. Et je me suis rendu compte qu'en fait mon cerveau bipolaire était, le lithium n'avait pas encore du tout agi, que j'étais très 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 embué. Et j'ai commencé à avoir un esprit clair à partir de septembre-octobre. Quand j'ai commencé, parce que je suis légèrement maniaque comme garçon, quand j'ai commencé à m'y remettre, j'ai bossé 20 heures par jour pendant 2 mois. Voilà. Donc, et après, là, mon cerveau, petit à petit, commençait à se refaire et je disais, je crois que c'est la première fois que mon cerveau est aussi vif. Autant que mon cerveau peut l'être. Oui, quand on échange avec vous, on n'a aucun doute sur ça. Une dernière question et peut-être une recommandation, c'est ce que je me suis permis de vous dire. J'ai eu l'impression de lire avec votre plume, votre gouaille dans cette époque, mais Monsieur Jadis, signé par Antoine Blondin, dont là aussi on n'a pas forcément besoin de rappeler la biographie. Pourquoi est-ce que cette comparaison est... J'ai cru en tout cas qu'elle était importante pour vous et peut-être qu'on peut en recommander la lecture. Bien sûr, c'est parce que c'est Laurent Boudin qui en fait, je dis quand on sort d'événements comme ça, il faut 2 choses. Il faut un entourage familial ou en tout cas sentimental très fort et un projet professionnel. Et Laurent Boudin est mon agent littéraire
et qui est un ami, un ancien alcoolique, évidemment, 13 ans d'abstinence. Et c'est lui qui un jour m'avait donné Monsieur Jadis. Signé Antoine Blondin. Signé Antoine Blondin. Et ça veut dire, je crois que j'espère que tu termineras plus comme le Blondin de sa grande époque, plutôt que comme dans Monsieur Jadis, où effectivement il tombe de Caribancilla. Et donc c'est très important de se rappeler qu'on peut déjà retomber demain. Il faut toujours se le dire. Et comme disent les alcooliques anonymes, 24 heures à la fois. Merci beaucoup, Chicandier, d'avoir été avec nous ce matin. Accro, c'est aux éditions Michel Lafon. Et est-ce que c'est réglé avec vos parents? Non, je peux pas les blairer. Ceci explique ça et ce sera une bonne conclusion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.